Notre invité à mes côtés en plateau pour cette demi-heure d'émission, c'est Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Avec la vision microéconomique effectivement et la question des marges des entreprises. On est au démarrage de la saison de publication des résultats du premier trimestre. Au-delà même de ce premier trimestre, quelle est un peu la vision, la perspective que vous avez sur la dynamique de marge des entreprises, des sociétés européennes pour les prochains mois, les prochains trimestres et pour cette année 2023, Roland? Alors effectivement, c'est très très tôt pour commenter les résultats, parce que juste pour donner un ordre de grandeur, on n'a que 10% des sociétés européennes qui ont publié. Un petit peu plus aux États-Unis, on est à 20%, donc on peut commencer un petit peu à donner des conclusions. Mais effectivement, ce qui va être scruté durant cette saison de résultats, c'est le niveau de marge, parce que les marges sont à des niveaux historiques. On a atteint des niveaux historiques l'année dernière. On va se projeter sur l'année 2023 où les chaînes d'approvisionnement sont en train un petit peu de se résorber. Les problématiques qu'on a pu voir sont en train de se résorber. On a aussi, on a parlé beaucoup d'augmentation de salaire, des négociations qui ont eu lieu en 2021. Surtout en 2022, donc on va voir un petit peu comment ça va se traduire au niveau des coûts pour les entreprises. Et puis il y a la question aussi, ça joue aussi sur les marges, mais les matières premières sont bien, et en particulier l'énergie, fortement baissée sur la période récente. Donc tout ça évidemment va être très scruté par le marché. On reste quand même sur des niveaux qui sont historiquement élevés, et je pense qu'effectivement quand on regarde les indicateurs qu'on a, les analystes, le consensus anticipe qu'on va avoir quand même une sorte de normalisation à venir. Est-ce que ce sera une normalisation brutale ou relativement douce? Mais on ne va pas tenir ces niveaux de marge très très longtemps. J'ai oublié aussi le coût de financement, évidemment, qui remonte. Et ça peut avoir aussi un impact sur les résultats. C'est relativement petit, mais ça peut avoir un impact. Donc tout ça, effectivement, ça va prendre en compte. Nous, on est plutôt sur un scénario où on va avoir une normalisation graduelle des niveaux de marge, mais une top line, on va dire un chiffre d'affaires et des revenus qui vont être relativement bons. C'est-à-dire que la logique de volume, à un moment, pourrait reprendre aussi, peut-être un peu, regagner peut-être un peu en traction, en momentum, d'une certaine manière, Roland? Alors, ça a déjà été le cas avec les prix. On a discuté, effectivement. Et c'est ce qui a aussi expliqué, quelque part, le gain de marge qu'on a eu. Les anglo-saxons appellent ça la greedflation. Ouais. Donc, on augmente les prix de manière plus forte que ce qu'on a eu sur l'augmentation des coûts. Il y a aussi, on est quand même dans une situation un petit peu particulière par rapport à l'historique, c'est qu'aujourd'hui, on a une demande, une production qui reste en dessous de la demande. Donc une offre qui n'arrive pas à satisfaire la demande. Exactement. Et c'est vrai dans beaucoup de secteurs, l'automobile, on pourra en parler, mais aussi... Et les services. Et dans les services. Dans les services, quand vous bookez un hôtel ou vous voulez booker un avion, vous voyez très vite que c'est très vite complet et que les prix s'envolent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus élevés que ce que vous aviez l'habitude il y a 2-3 ans. Et donc ça, on se rend compte effectivement que les entreprises ont du pricing power aujourd'hui parce qu'il y a une demande qui reste très vigoureuse et elles n'ont pas forcément encore réajusté l'offre et elles ont plutôt réajusté les prix, ce qui leur permet d'avoir un niveau de marge très, très important. Qu'est-ce qui va faire la différence là, entre secteurs, entre ceux qui vont être capables de préserver peut-être un certain niveau de marge et ceux dont on va s'apercevoir assez vite finalement que l'intensité concurrentielle étant ce qu'elle est, les marges qu'on a pu avoir au titre des exercices précédents ne sont pas tenables dans le temps. Qu'est-ce qui va faire la différence là? Alors, déjà, il faut avoir en tête que les entreprises qui ont du pricing power et qui ont réussi à maintenir leur niveau de marge ont très bien fait boursièrement, la plupart. Je pense par exemple au luxe, mais pas que. On parlait aussi de tout ce qui était services, hôtels, restaurants. C'est plutôt des secteurs qui ont très bien fait depuis le début de l'année. Après, la question pour certains secteurs, c'est vrai qu'on a tendance, beaucoup d'analystes se focalisent, les investisseurs se focalisent sur la marge, c'est est-ce qu'on peut perdre quelques points de marge et rattraper sur les volumes? Parce que ça, c'est un point très important qui peut évidemment aussi pousser les résultats et à la fin les bénéfices à la hausse. L'exemple du secteur automobile, à ce titre, est toujours particulièrement intéressant. On a plusieurs minutes pour évoquer ce secteur, avec évidemment la dimension et la nouvelle frontière qu'est le véhicule électrique.
L'automobile a connu une progression de ses marges comme jamais, justement, avec l'embouteillage des chaînes de production qui a permis de produire les véhicules où les marges étaient les plus importantes. Comment ce phénomène peut évoluer partant de là? Et quand on voit effectivement alors, le signal envoyé par un Tesla sur le marché américain, bien sûr, mais pour l'ensemble du monde, avec des stratégies prix déjà très agressives depuis quelques mois, qu'est-ce que ça nous dit pour notre secteur auto chez nous, en Europe, dans l'univers des actions européennes, Roland? Alors, sur Tesla, je vais pas, je ne sais pas si la nouvelle stratégie d'Elon Musk sera gagnante ou pas. En revanche, Tesla, c'est depuis très longtemps un disrupteur. Oui. Essayer effectivement de faire bouger les choses. On a vu évidemment le secteur automobile européen être très fortement chahuté avec cette annonce de baisse des prix, tout simplement parce que le marché n'aime pas quand on a une guerre des prix. Regardez le secteur des télécoms sur les dernières décennies. On a un autre exemple en tête, c'est tout ce qui est distribution agroalimentaire. On a vu là aussi des guerres de prix, etc. C'est jamais effectivement très bon pour les marges et pour les entreprises et pour leurs actions. Donc, il faudra voir évidemment si cette stratégie Tesla sera gagnante, mais clairement, ça explique la réaction du marché sur le secteur européen. Vous disiez effectivement qu'on a eu des entreprises qui ont favorisé les modèles les plus rentables. C'est normal, après tout. Hyper rationnel. Industriel. Hyper rationnel. Vous avez peu de semi-conducteurs qui arrivent d'Asie. Vous allez plutôt les mettre dans les voitures où vous allez avoir une marge plus élevée et que vous allez vendre plus cher. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où moi je reviens, tout à l'heure je commentais sur le luxe ou sur les secteurs qui ont très bien fait, l'automobile n'a pas suivi la performance boursière, n'a pas suivi l'expansion des marges qu'on a eue. L'expansion des marges, elle est incroyable par rapport à l'historique, je parle. Ouais. Et la performance qui, d'habitude, suit les marges, n'a pas suivi ce mouvement et cette très bonne performance. Donc c'est pour ça que... Le marché a toujours douté de la soutenabilité de ces marges. Le marché se dit, c'est temporaire. Donc ça, c'est déjà pour moi acté dans les prix. Et puis il suffit de regarder les valorisations. Enfin, on parle d'un secteur qui se traite 6 fois aujourd'hui en Europe. Enfin, c'est entre 6 et 7 fois. C'est un des secteurs les moins chers et qui est complètement délaissé par le marché. Donc évidemment, il faut prendre en compte aussi, au bout d'un moment, il y a les tendances, il y a les annonces, mais il y a aussi les niveaux de valorisation. Et ça, c'est très important. Il y a eu Tesla et puis il y a eu à l'Est aussi. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits au salon de Shanghai, BYD. Donc... leader d'ailleurs, je pense, devant Tesla, peut-être au niveau mondial dans le véhicule électrique aujourd'hui, plus la batterie, c'est le modèle BYD. La citadine à 10 000 euros. C'est 2 fois moins cher que la citadine électrique la moins chère du marché français aujourd'hui. Ça, non, mais enfin, je ne sais pas quel commentaire ça appelle, mais voilà, la guerre des prix, elle va être des deux côtés. Et peut-être très violente. Non, mais là aussi, ça rappelle un petit peu quand les entreprises japonaises, il y a une trentaine d'années, venaient ou peut-être encore un peu plus même, venaient attaquer le marché européen ou américain, mais avec des prix qui étaient cassés. Mais effectivement, il va falloir un petit peu... quelque part, on voit que la voiture électrique, c'est une nouvelle offre qui est en train d'arriver. On en parle beaucoup, mais finalement... ça représente au niveau global 10% des ventes. Ouais. C'est un peu plus en Europe, c'est 25%. Et en Chine, on parlait de BYD, c'est 30% des ventes, des ventes de nouvelles voitures. Mais ça reste quand même un produit relativement nouveau. Il y a une très forte croissance, etc. Donc, je veux dire, chaque marque va devoir trouver son positionnement. Est-ce que je me mets sur du luxe? Est-ce que je me spécialise plutôt sur la logistique professionnelle, etc. Donc, chacun va réussir à trouver un petit peu son positionnement. A priori, effectivement, quand on arrive avec les prix annoncés par BYD, on a plutôt envie d'aller sur l'entrée de gamme et d'avoir des volumes très importants. Nouvelle offre et nouvelle chaîne de valeur. Sur le plan de l'investissement, comment vous regardez le thème du véhicule électrique? Alors, effectivement, il y a les constructeurs, mais il y a toute une chaîne de valeur qui est en train de se créer également, qui est en train de monter en puissance derrière. Et pour un investisseur, j'imagine que c'est intéressant de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur et pas juste l'assembleur final avec toutes les fragilités qu'on peut avoir justement autour de ces constructeurs, de leur pricing power, etc. Vous avez beaucoup travaillé dessus chez Société Générale CIB. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce stade justement dans cette chaîne de valeur du véhicule électrique? Alors, on a fait un panier qui est global. On a aujourd'hui
Et je pense que le chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'on a vraiment toute la chaîne de valeur. Et le chiffre qui est intéressant, c'est qu'on a seulement un quart qui est constructeur automobile. Un quart du panier. Donc 75%, c'est autre chose. Mais oui, c'est ça. C'est autre chose parce que finalement, on s'est dit, est-ce que c'est BYD, est-ce que c'est Tesla, est-ce que c'est BMW qui va ressortir gagnant? Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on vende des voitures électriques. Ouais. C'est des voitures électriques, on pense vraiment et on est vraiment convaincu qu'on va avoir une forte croissance dans ces ventes-là. Donc on a allé regarder, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de batteries. Donc on en trouve beaucoup en Asie. On a besoin d'avoir les matériaux qu'on met dans la batterie. Donc on a besoin de lithium, de cobalt, de nickel. Donc voilà, on va aussi regarder ceux qui fabriquent ces matériaux. On va les mettre aussi dans le panier. On va aussi regarder les valeurs qui vont proposer des infrastructures. Il faut bien recharger. Donc bornes de recharge. Voilà, toute une économie qui va se mettre en place, les bornes de recharge. Et enfin, les semi-conducteurs qui sont très importants. Tout ce qui est power semi, etc. Donc on voit évidemment que tout un écosystème qui se met en place. Évidemment, quand on pense voiture électrique, on pense Tesla, BYD, mais on a évidemment toute une chaîne de valeur derrière, et c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir une exposition très forte là-dessus. Et finalement, quand on travaille comme ça, on s'aperçoit qu'en termes agrégés, on se retrouve avec un panier qui a une prime, une légère prime par rapport au marché mondial, et donc qui n'est pas du tout sur le niveau de valorisation qu'on peut voir sur les pure players aujourd'hui dans la voiture électrique. C'est intéressant parce que vous le dites, c'est un panier forcément global. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'acteurs en Europe pour en faire un panier européen. Il y a aussi, il y a aussi c'est pas grave, hein, mais... les minerais, les matériaux, les fabricants de batteries sont aujourd'hui essentiellement en Asie. La Chine, c'est les valeurs chinoises, c'est 30% du panier, mais juste là aussi pour vous donner un chiffre, comme on travaille au niveau global, 50% des ventes de voitures électriques, c'est en Chine. Donc d'avoir 30% d'exposition. C'est cohérent. Chinois, je suis d'accord. Et à peu près un tiers encore pour le reste de l'Asie, voilà, ça fait du sens. Une des grandes inconnues, ça va être quand même aussi le modèle, vous l'avez dit, des infrastructures, des bornes de recharge, charge rapide, charge lente, des infrastructures en milieu urbain, des infrastructures sur des grandes distances, etc. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a des modèles déjà efficaces en termes de rentabilité qui sortent du lot, ou est-ce que c'est encore une forme de découverte pour le marché ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur... Quand on regarde la technologie, on s'est posé la question aussi, on est en train de voir sur les dernières années une accélération de l'efficience sur les recharges, sur la durée de la batterie, l'utilisation de la batterie. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on a un écart qui est en train de se resserrer. Ce n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Avec une voiture électrique, aujourd'hui, en moyenne, on peut rouler 350 km sans la recharger. Une voiture à essence, encore une fois, je parle de moyenne, c'est 480. Donc, vous voyez, l'écart il est en train de se resserrer. Donc, il y a évidemment des améliorations. Et les améliorations, elles vont se faire au niveau des constructeurs, des infrastructures, mais tout à l'heure, je mentionnais aussi des fabricants de batteries et des semi-conducteurs. Donc, effectivement, c'est sur toute cette chaîne de valeur qu'on va pouvoir voir, évidemment, les effets bénéfiques. Il n'y a pas que les constructeurs, effectivement, dans la chaîne de valeur électrique. Nouveaux thèmes, nouveaux sujets, évidemment, pour les investisseurs et les consommateurs. Nouvelle offre en construction autour du véhicule électrique. Merci beaucoup, Roland. Roland Caloyan, qui est à nos côtés en plateau pendant cette demi-heure d'émission, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve tout à l'heure à 17h en direct sur Bismart.